bien essayer de comprendre ce que signifie cette inégalité R plus grand que G, le taux de rendement du capital supérieur au taux de croissance. D'abord, il est important de comprendre que ça n'implique pas une augmentation infinie des inégalités. Plutôt, ça augmente une perpétuation des inégalités. C'est-à-dire que concrètement, quand vous avez par exemple un taux de croissance de 1% par an et un taux de rendement du capital de 5%, ce que ça signifie, c'est qu'en moyenne, les détenteurs de patrimoine peuvent se permettre de consommer les 4/5 du rendement de leur capital et de réinvestir uniquement 1/5 pour que leur patrimoine augmente aussi vite que la taille de l'économie et donc qu'ils conservent leur position initiale par rapport au reste de la société. Alors, maintenant, en pratique, évidemment, il va y avoir des chocs, c'est-à-dire que même il y a des chocs au niveau individuel, c'est-à-dire qu'il va y avoir des familles qui vont dilapider le patrimoine, d'autres au contraire qui vont moins consommer que les 4/5, donc qui vont monter dans la hiérarchie des patrimoines. Le fait que le rendement en moyenne du capital soit supérieur au taux de croissance, ça ne signifie pas que les inégalités vont s'accroître à l'infini. Ça signifie juste que les inégalités vont s'établir, vont tendre à s'approcher d'un niveau d'autant plus élevé que l'écart entre R et G en moyenne est élevé, et vont avoir tendance à se perpétuer dans le temps, d'autant plus facilement que cet écart entre R et G est élevé. L'enjeu, c'est vraiment la perpétuation des inégalités, plus qu'une augmentation infinie des inégalités, qui n'aura pas lieu, parce qu'il y a tous ces chocs dans la vie des familles, notamment, qui fait qu'il y a toujours de la mobilité descendante-ascendante dans une société. Le deuxième point important à comprendre, c'est que cette inégalité entre R et G était une évidence pendant l'essentiel de l'histoire humaine. Tout simplement parce que le taux de croissance était nul. Pour toutes les sociétés pré-industrielles, évidemment, la croissance était nulle, ou quasi nulle, 0,1, 0,2% par an. Le rendement du capital n'était évidemment pas nul. Avec la révolution industrielle, et c'est là peut-être un des résultats les plus importants de mon livre, c'est que la croissance industrielle moderne n'a pas modifié cette réalité aussi profondément que ce qu'on imagine parfois. Si on regarde la croissance mondiale du PIB depuis la révolution industrielle, c'est seulement 1,6% par an au niveau mondial, et encore la moitié, c'est de la population, 0,8%. Et la croissance du PIB par habitant, c'est seulement 0,8% par an. Ce qui, sur 3 siècles, permet quand même de multiplier par 10 à la fois la population et le PIB par habitant. Et aujourd'hui encore, si on regarde sur les 30 dernières années dans les pays riches, on a du 1,5% par an. Bon, ça permet quand même de transformer quand même la société, parce qu'en 30 ans, ça veut dire qu'il y a un tiers de l'économie qui s'est renouvelée, les technologies de l'information, etc. Il y a quand même beaucoup de choses dans le monde d'aujourd'hui qui n'étaient pas là il y a 30 ans. Et c'est la même chose dans la société de 1900. J'entendais aux États-Unis des remarques en disant mais on se moque finalement des sociétés européennes de l'avant-première guerre mondiale, c'est de l'histoire antique, c'est des sociétés agraires figées. Pas vraiment. 1900-1910, on invente l'automobile, l'électricité, la radio, les placements internationaux. Alors, néanmoins, ça ne suffisait pas, c'est ça qui est important, pour contrer une extraordinaire concentration des patrimoines et une extraordinaire inégalité. Et si on essaye de revenir sur cet épisode, qui est quand même fondateur de la révolution industrielle du 19e siècle et des décennies menant à la Première Guerre mondiale, je pense que si on examine vraiment les archives successorales que nous avons collectées, en particulier avec Gilles Postel-Vinay, Jean-Laurent Rosenthal, on verra que la force principale qui explique cette extraordinaire concentration des patrimoines et cette augmentation en fait des inégalités de patrimoine dans un pays comme la France jusqu'en 1914, c'est le fait que le rendement du capital était nettement supérieur au taux de croissance. Donc il faut bien voir qu'une grande partie de la croissance du XXe siècle, en France, mais au niveau mondial, en général, c'est une croissance exceptionnellement rapide de la population qui, d'après toutes les prévisions dont on dispose aujourd'hui, est en passe de disparaître. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays, au Japon, en Chine, mais dans beaucoup de pays européens aussi, on est maintenant sur des croissances négatives de la population. Et donc ça nous fait revenir à des taux de croissance du PIB beaucoup plus faibles que pendant les 30 Glorieuses, d'autant plus que le rattrapage évidemment économique est terminé depuis longtemps pour les pays qui avaient été dévastés par les guerres. Et donc on est revenu depuis 1980-1990 à des rythmes de croissance beaucoup plus réduits, de l'ordre de 1,5% par an. Et donc on se retrouve d'une certaine façon face à ce principe du R plus grand que G, du rendement du capital supérieur au taux de croissance, mais tout laisse à penser que la normalité à long terme, elle est plus faite d'une croissance
lente, ce qui est déjà, à nouveau, 1% par an, c'est déjà un renouvellement très profond de nos sociétés. Et il faut un appareil éducatif très solide et très inclusif pour permettre à tout le monde de trouver sa place dans une société qui se renouvelle à 1% par an et où un tiers des secteurs d'activité sont renouvelés à chaque génération. C'est pas rien. Hein, et au lieu de rêver à une croissance de 4-5%, essayons déjà de bien organiser cette croissance à 1,5%. Donc concrètement, on a un retour aujourd'hui, notamment de l'héritage, ou de très forts enrichissements par des plus-values, qui par rapport à notre idéal de réussite par le travail et par le salaire, correspond quand même à une remise en cause assez importante. Et c'est important de le prendre en compte, non seulement au niveau national, mais aussi surtout au niveau international, où là, la dérégulation financière a sans doute conduit à accentuer l'inégalité d'accès à des rendements du capital très différents. C'est-à-dire qu'au-delà de ce R moyen, ce rendement du capital moyen, la dérégulation financière a sans doute accentué ce fait et permet à des très gros patrimoines financiers d'avoir des rendements exceptionnels. J'étudie dans le livre les rendements des fortes dotations en capital des universités américaines qui obtiennent des rendements sur longue période extrêmement élevés et d'autant plus élevés que la dotation initiale est importante et sans commune mesure avec ce qu'un patrimoine de 50 000 euros ou de 100 000 euros ou même de 500 000 euros peut espérer obtenir. Donc on a ça, ce phénomène général du R plus grand que G en moyenne est considérablement accentué par l'inégalité du rendement du capital qui pour beaucoup de gens pour le coup n'est pas du tout très élevé, peut même être proche de l'inflation à peine, et puis pour d'autres va être de 7-8% par an. Et donc toutes ces forces mises ensemble à l'échelle internationale avec une très grande opacité financière, donc une grande limitation de la capacité de nos sociétés à mesurer ces évolutions, je pense est assez inquiétant et mérite qu'on s'en préoccupe.